Bien entendu. Bien entendu. Bienvenue dans Bien entendu. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Alexandra, aussi connue sous le nom de Yellow Guava Berry. Petite fille au regard curieux, elle a grandi entre Saint-Martin et Lyon. Elle suit un parcours brillant jusqu'à obtenir son diplôme d'école de commerce avant de choisir toute une autre voie, celle de l'art. Donc dans cet épisode, nous allons parler de son parcours, de son art et de sa façon de traverser les épreuves et de continuer de créer, toujours avec cette envie profonde de vivre une vie qui lui ressemble. Alors installez-vous confortablement ou pas. Bienvenue dans Bien entendu. Bien entendu. C'est le premier, bien entendu, et t'es la première à qui on va donner la parole. C'est ouf, non? Oui, c'est ouf, ouais, c'est ouf. Perso, je trouve ça ouf. Donc, raconte un petit peu dans ta bio. On va se lancer dans le cœur du sujet, parce que si on s'écoute, on va plus s'arrêter. Toi et moi, on parle pendant des heures sans s'arrêter. En Donc, effet. il va falloir qu'on se cadre mutuellement. Mais bon, vous savez ce que c'est déjà. Donc, Alexandra, je vais commencer par une question à laquelle tu as dû déjà répondre. Peut-être que tu n'as même pas posé la question, mais dis-moi, quand as-tu compris que tu étais une artiste? Alors, je pense que j'ai eu plein de petits moments parce qu'à chaque fois, je redécouvrais, à chaque fois que je tentais une nouvelle discipline, comme j'ai fait plusieurs choses, j'ai fait du théâtre depuis le lycée, de la danse dans mon enfance. Donc, c'est vrai que le déclic de je suis une artiste, c'est quand j'ai commencé à me professionnaliser en photo, mais mon entourage effectivement et moi-même, finalement je pense que nous le savions que j'étais une artiste bien avant ça. Mais j'avoue que j'ai besoin peut-être de cette petite reconnaissance extérieure pour me dire waouh. Et je dirais même particulièrement peut-être pour ma première expo photo. Ok. Mais avant ça, c'est vrai que j'avais fait plein de spectacles, mais je m'étais jamais dit... j'étais déjà une comédienne, mais je m'étais jamais dit « Waouh, je suis une artiste », bizarrement. Ça englobe un peu tout, le côté artiste, ton côté comédienne, ton côté poète, ton côté photographe. Je trouve que c'est assez global. Enfin, pour moi, l'artiste, ça peut englober beaucoup de choses, pas juste une seule matière, une seule chose. Exactement. Enfin, moi, Mais je suis une artiste avec un grand A. Ouais. Honnêtement, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans max que je peux l'assumer et l'affirmer, alors que c'était le cas bien avant, quoi. Ok. Une artiste silencieuse. Et il Mais y déjà a pas artiste. longtemps, on m'a dit artiste autodidacte. Et c'est vrai parce qu'en fait, j'ai appris et que j'ai bifurqué de différents médiums au fur et à mesure. Mais de peut-être pas avoir fait des études d'art, de pas avoir eu ce petit tampon PAM académique, les beaux-arts, un diplôme ou quelque chose, un papier pour me dire, je sais que je me vivais pas comme tel. Ok, mais c'est marrant que tu parles de papier et de parcours académique, vu que le parcours académique, t'en as eu un qui est carrément studieux. Et à quel moment dans ta vie tu t'es dit, j'ai travaillé dur, je peux avoir un taf de ouf, ça a l'air de malade, mais je vais quand même choisir de développer mon côté artistique et qui est moi je peux le dire, j'ai été artiste pendant longtemps, c'est la traversée du désert parfois. Qu'est-ce qui te fait prendre cette décision? Alors, j'ai eu 2 moments dans ma carrière, entre guillemets, où j'ai eu l'occasion de lâcher, de me dire « Ok, ciao le monde professionnel conventionnel, moi je prends une voie un peu différente ». Il y a eu après le cyclone Irma, où j'étais employée, j'aimais beaucoup mon travail en plus à ce moment-là, mon emploi c'était de l'accompagnement aux entrepreneurs. Donc dans le monde de l'entreprise et après le cyclone, toute l'économie de l'île avait pris un sacré coup, c'était un peu la déprime collective, fallait gérer un peu les conséquences de ce cataclysme dans l'économie et en fait dans la vie des gens. Donc moi je sais qu'à ce moment-là, j'ai eu un petit moment de oulala, ça fait beaucoup quand même. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris un coup et à ce moment-là dans mon travail, il y avait une grosse charge à la fois mentale et puis je sais pas comment expliquer mais psychologique quelque part
tout le monde était un petit peu en détresse et moi j'ai ressenti qu'à un moment, bon, là ça fait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Enfin, j'aimais beaucoup, mais c'était trop. J'aimais beaucoup le côté accompagnement, mais je m'étais dit, bah vas-y, pourquoi je pars pas dans le coaching? Et j'ai voulu me réorienter dans quelque chose du coup qui était pas artistique, mais qui était déjà un premier moyen de me séparer, on va dire, de mon parcours salarié plus classique. Donc ça, c'était premier lieu. Et en parallèle, j'avais aussi décidé de me lancer dans le stand-up. Je rigole. Stand-up. Oui, je rigole. Bah, voilà, J'espère je suis que obligée les de gens rigoler. rigolaient autant. Je suis obligée de rigoler parce que, en fait, je suis en train d'expliquer que, bon, bah, suite à Irma, j'ai décidé, bon, ben, je vais me réorienter professionnellement. Je pars en France pour faire ma petite réorientation et avec, on the side, cette idée de me lancer dans le stand-up. Vu que j'avais commencé à écrire des sketchs et j'avais commencé à Saint-Martin à participer à des open mic. Et je m'étais dit, bah, super, en France, by day, je fais ma réorientation pro et by night, en quelque sorte, bah, je me développe au niveau artistique. Alors, honnêtement, le stand-up, pour moi, c'est une des disciplines les plus compliquées. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où je t'ai rencontré. Je t'ai vu, on se connaissait pas, je t'ai vu passer sur scène. Et il me semble bien que je me suis dit, mais putain, les gens qui font du stand-up, ils ont des couilles de ouf. Parce que faire rire les gens, je crois que c'est un défi, mais tu sais chanter, c'est cool. Tu sais jouer la comédie, tu vas réciter ton texte, etc. Mais se passer devant des gens, essayer de les faire rire. On n'a pas forcément tous le même humour, on n'est pas tous seuls. Non, c'est une discipline archi compliquée. Et je crois que t'as commencé toi direct par le truc le plus hardcore. Ouais, Clairement. mais aussi, alors c'est vrai que c'est du challenge, hein. Je vais pas mentir, c'est du challenge parce que bah il y a le fait de ok, je suis rigolote. I'm a funny girl, je fais rire mes potes, je fais rire ma famille, cra 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 cra. Ok, ça c'est un truc. Mais ensuite, parce que quand on rentre dans le stand-up, en fait, finalement, c'est la partie écriture que j'ai découvert. C'est pas juste tu vas sur scène et la blague, en fait. Ok, faire des vannes. Non, là, c'est carrément travailler son truc. Ouais, c'est vraiment qu'il y a une grosse partie d'écriture et de réflexion et de, enfin, c'est super intellectuel en fait, hein. C'est hyper intellectuel, c'est parce que comme tu dis, vraiment... tout le monde n'a pas le même humour. J'ai aussi, ben c'est un peu enfin, en tout cas quand j'ai fait mes premières scènes et là où on s'est rencontrés, c'était au Creole Garden à Marigot, je me souviens. J'ai eu une petite claque à ce moment-là. Effectivement, c'est pas facile pour de multiples raisons. Des fois, il y a des soirs, les gens sont pas réceptifs. Il y a des soirs, il y a personne. Il y a des soirs, voilà. Il y a un peu de tout, mais bon, je pense qu'il est commun à tous les gens de la scène, tous les aléas. Mais c'est vrai que je me suis aussi rendu compte, Saint-Martin, on a un endroit multiculturel et qu'en fait, il y a plein de types d'humour différents. Donc, je me suis dit, ah ouais, en plus, je me suis lancée dans le stand-up, mais pas forcément dans l'endroit le plus facile, quoi. On a tellement de communautés, on a plusieurs langues, donc c'est vrai que pour voir beaucoup de gens se cracher en stand-up, je te jure que c'est difficile. Franchement, je pense que c'est difficile. C'est une discipline, elle est vraiment pas facile. D'ailleurs, prochaine question, mais qu'est-ce qui te pousse à tenir même quand c'est difficile? C'est-à-dire qu'on connaît le parcours des artistes, on connaît les embûches. Qu'est-ce qui fait que tu continues quand même? Qu'est-ce qui fait que tu ne dis pas, je retourne sur un 35 heures basique, je sais que je vais faire mon argent, mais non. Qu'est-ce qui te pousse à continuer? Qu'est-ce qui pousse à continuer? Déjà, aimer ce qu'on fait. Cliché, mais c'est vrai, hein, quand même. C'est plus facile de faire quelque chose qu'on aime. Et en plus, là, dans cette discipline-là, j'avoue, mais moi, je me fais rigoler. Donc déjà, ça commence bien, tu vois, la joie et la bonne humeur, je peux me la porter à moi-même. Ensuite, si je peux la partager avec les autres, mais c'est tout bénef. Et en vrai, ça fait toujours du bien, en fait, de pratiquer, de partager avec les gens la scène, parce que t'as toujours un retour, en fait. Tu donnes de l'amour, mais on t'en rend beaucoup aussi. Même quand ça se passe pas comme prévu, toutes les prestations sont différentes, mais il y a toujours au moins une personne qu'on a réussi à faire rire ou sourire, ou même, je sais pas, un autre jour, ah mais je t'ai vu, et en fait, c'est jamais pour rien. Et je trouve pardon, je t'ai coupé, excuse-moi, au-delà du stand-up, moi je t'ai vu réciter des poèmes. Oui. Beaucoup. Donc là, forcément, c'est pas que du rire. Il y a aussi, tu tires d'autres émotions aux gens. Et ça aussi, c'est important de le dire. Finalement, t'es
t'es sur plein de spectres Oui. de l'émotion, Mm. et du coup, t'attends quand même un retour des autres quand tu récites ces choses-là. Est-ce que tu penses que c'est parce que t'as comme un besoin de reconnaissance, ou qu'est-ce que t'attends, en fait, de tes prestations? Qu'est-ce que t'attends quand t'as fini ta prestation? Qu'est-ce que t'attends? Bonne question. Bon, après, je pense pas parler que pour moi, là, tout de suite, mais j'ai envie de dire que quand on est artiste et qu'on aime la scène, oui, je pense qu'il y a quand même une certaine envie de reconnaissance. Il faut accepter et quelque part aimer, même si ça rend inconfortable aussi, ça peut être paradoxal pour certaines personnes, mais être à l'aise avec le fait d'être vu, ou au moins travailler dessus, quoi. Donc oui, je veux être vue, entendue, peut-être même appréciée. Et c'est vrai que tu parlais d'une large palette d'émotions. C'est vrai que il y a le rire, et que dans la poésie, j'arrive à exprimer d'autres choses, peut-être même encore plus personnelles et profondes. Et pas forcément pompelope, joyeuse, pétillante, mais bon, c'est le spectre de la vie, quoi. Et c'est ça que j'aime bien. Donc, ce que j'aime, en fait, c'est que les gens puissent juste se reconnaître, s'identifier, ou au moins comprendre... ouais, je sais pas comment dire, mais enfin, souvent, on vient me dire, oh, ce que t'as dit, tatati, tatata. Et en fait, c'est pas forcément ce que je pensais qui touche les gens. C'est ça c'est quelque chose qui me donne envie de continuer. Qu'est-ce qui donne la force? Ben, cette partie-là, c'est un petit détail, mais souvent, je me rends compte que c'est pas forcément la raison pour laquelle, ou la première chose à laquelle je pense quand je transmets, qui atteint les gens. En fait, on ne sait pas ce qui atteint les gens. Et moi, ma petite motivation, c'est, écoute, share it, put it out there, parce que justement, tu sais pas quelle partie va toucher qui, quoi, comment. Et bon, des fois, j'ai la chance que ça remonte à mes oreilles, mais en fait, pour tous ceux qui ne le diront pas ou que je ne rencontrerai pas, mais j'ai juste envie que ça atteigne le petit cœur de quelqu'un au fond là où il est, et ça me rend heureuse, ça. Ouais, et je pense que l'authenticité fait que forcément ça touche quelqu'un quelque part. Ouais. À partir du moment où t'es authentique, ton message parlera forcément à quelqu'un. Voilà, donc c'est important de le dire aussi. Là, on était sur ta partie plutôt artistique. Alors, je sais pas si t'es arrivé à l'art aussi par rapport aux épreuves, si ça a été un exutoire pour toi. Beaucoup. Et du coup, je voudrais savoir si est-ce que la vie, mais c'est même pas une question en fait, donc la vie a dû te confronter aussi à des épreuves importantes, et dans ces épreuves-là, qu'est-ce qui t'a le plus transformé? Alors, par rapport au fait que c'est les épreuves qui m'inspirent, oui, carrément. Des épreuves qui Carrément. t'inspirent, ou bien qu'est-ce qui a été le plus difficile, mais qui à la fin t'a permis de changer et tu vois, un petit peu l'alchimiste, quoi. Qu'est-ce que t'as alchimisé dans ta vie? Oui, qu'est-ce que j'ai alchimisé? Eh ben, je vais parler du plus récent, enfin, les 2 dernières choses les plus récentes. Cette année, j'ai eu pas mal de soucis de santé qui m'ont donné envie d'écrire. Et que j'ai pas encore écrit tout ce que j'avais envie, mais si je peux dire aussi quelque chose que j'ai vécu qui m'a énormément inspiré, qui m'a donné de quoi écrire pendant 2-3 ans, c'est le décès de ma petite sœur. Et je me suis pas mal, si ce n'est renfermée, un petit peu mise en retrait. Et en fait, le fait d'avoir été beaucoup avec moi-même, mes pensées, j'avais besoin de clarté mentale, et finalement, d'être avec moi-même dans le silence, ça m'a permis de mieux m'entendre moi, en fait, d'entendre ma voix. Et j'avais beaucoup besoin d'écrire. J'ai beaucoup de journal à ce moment-là. Et de journal, la poésie est arrivée, c'est un peu imposé, en fait. J'ai pas eu besoin de chercher ou quoi, j'ai l'impression que c'est plutôt que c'est venu à moi. Mais parce que j'en avais gros sur la patate, du monde, de la société, j'avais beaucoup de réflexions sur la vie, la mort. Donc voilà, pour la poésie, j'avoue que c'est des émotions fortes et pas forcément sympathiques qui m'amènent à l'écriture. Contrairement, par exemple, où le stand-up, c'est plutôt des situations comiques du quotidien, de la vie, des expériences, des observations, en fait. Et par exemple, en fait, finalement, il faut écrire aussi pour le stand-up, mais
il faut que je sois au milieu des gens, en fait, pour observer ce qui se passe et le retranscrire et qu'on rigole tous de nous-mêmes entre nous, en fait. À parté, Donc, c'est un autre process. t'as quand même t'as certains artistes qui font du stand-up qui sont très cyniques et qui vont servir peut-être de ce genre d'histoire, à la perte d'un proche ou quelque chose, C'est et vrai. qui arrivent à en faire quelque chose. C'est pour ça que je te dis, bon, le stand-up, franchement, je trouve que c'est un truc, c'est extraordinaire. C'est un art extraordinaire. Du coup, tu parlais de réflexion, mais est-ce que t'as réussi à arriver au bout de cette réflexion sur tes questions de la vie et la mort, ou pas du tout? Ou pas encore? Bah ça, c'est plutôt cette année par rapport à mes expériences de santé, comme je dis, où je suis arrivée à une espèce d'état d'esprit où je suis d'accord avec moi-même et je me pose moins de questions. Moi qui me posais beaucoup de questions et même j'ai envie de dire que je me sentais perdue aussi à une période. Je pense que je suis passée par des sacrés épisodes dépressifs aussi, entre mes 20-30 ans. Qui ont fait que du coup c'est vrai que ça a aussi entretenu ma créativité à ce moment-là, mais ouais, j'étais un peu paumée et je me sentais pas forcément stable. Là aujourd'hui, peut-être que c'est ça devenir adulte, mais je me sens un peu plus stable et toujours aussi inspirée, mais avec un message fort. Enfin, j'ai l'impression de plus avoir quelque chose à dire, d'arrêter, que d'être dans des questionnements. Si ça peut donner, if that makes sense. Ouais. J'ai l'impression que finalement, je commence à trouver des réponses aux questions que j'avais, en fait. Ok. Juste en vivant. Ouais. Juste en vivant. En vivant et en m'exprimant aussi. En t'exprimant. Ouais. Clairement. Parce que c'est vrai que parfois, on peut passer toute sa vie à mettre le doigt sur nos traumas, à mettre le doigt sur ce qui nous fait mal, mais à se poser des questions, mais jamais vraiment à avancer. T'as parlé de trauma et c'est vrai que du coup, ouais, voilà, se poser des questions et tourner les traumas. Bon, peut-être aussi finalement que c'est parce que j'ai eu pas mal d'accompagnement psychologique, je suis à fond développement personnel et puis j'ai testé pas mal de choses, donc je dis, en termes de, que ce soit voir des psys ou bien rentrer dans une démarche d'accompagnement ou faire des soins énergétiques, donc j'avoue que peut-être que finalement ça commence à tu vois, porter ses fruits. Mais toi-même. Maintenant que tu me le dis, je suis en mode c'est vrai que je trouve des réponses. Peut-être que ça marche finalement. Toi-même. Mais j'ai l'impression que ça a mis du temps. Toi-même, tu fais du soin Reiki. Oui, pour les autres. moi je me suis formée au Reiki, ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ces périodes-là? Alors déjà, si je peux me big up sur quelque chose et je suis super fière de moi, c'est que je me rendais pas compte à quel point j'étais résiliente et que en fait j'ai toujours gardé, et ça encore une fois j'en suis fière, c'est mon humour et ma joie de vivre finalement. Je trouve que j'ai toujours aussi une petite part d'innocence, mon enfant intérieur est très très proche, jamais bien loin. Et je trouve que dans la vie, c'est super important. En tout cas, pour moi, de garder cette petite part d'innocence et voire même de magie, un imaginaire riche. En fait, c'est sur ça que je travaille, en fait, en tant qu'artiste. Donc, c'est ce que j'ai envie de maintenir. Même s'il y a des moments, j'ai cru, franchement, il y a des moments, je me suis posé la question, mince, mais où est ma petite flamme? Est-ce que je l'ai perdue? Et en fait, elle est jamais partie. Elle était toujours là quelque part ou en demande de revenir. Et là, elle est plutôt bien présente. Le Yellow Guava Berry, tu l'as trouvé quand, ce nom? Le Yellow Guava Berry, en fait, c'est vers 2012. À l'époque, je travaillais dans le tourisme et donc j'avais accès à Saint-Martin à plein d'endroits magnifiques, entre les hôtels, les restos, tout ça, et j'avais envie de partager. En fait, je me disais waouh, des lieux d'exception, et j'aimerais bien partager sur les réseaux et tout. Je pensais à mes amis qui étaient pas forcément à Saint-Martin, les amis en France ou ailleurs, il fait froid et tout, et j'étais en mode mais regarde où je vis, paradise, I wanna share it. Et donc du coup, j'ai créé un blog à l'époque, Yellow Guava Berry. Et Yellow Guava Berry, pourquoi? Parce que c'est un fruit typique de Saint-Martin. Il y a le rouge, mais aussi le jaune. Et moi, j'ai choisi le jaune parce qu'il est plus rare.
Donc voilà, Yellow Guava Berry. Ok. Et c'était de la promotion touristique, on va dire, au début. Mhm. Et de fil en aiguille, vu que, en fait, c'est comme ça que je suis rentrée dans la photographie, en vrai. Ah, voilà. Ouais, en fait, parce que du coup, j'ai commencé à poster sur mon blog, sur Insta, mes photos, j'ai commencé à écrire mes petits articles aussi. Mhm. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombée dans la photo et que, peut-être de Yellow Guava Berry blog, je suis tombée à Yellow Guava Berry artiste aujourd'hui. Ok, cool. Cool. Donc, du coup, c'est finalement quand même ta filière professionnelle qui t'a emmené vers ta filière Ouais, artistique. c'est vrai. Enfin, qui t'a poussé, du moins. Ouais, parce que la promotion de destination, finalement, c'est très visuel. Et c'est aussi comme ça que je suis arrivée en école de commerce. Pas forcément parce que j'étais super école de commerce, mais en fait, c'est par le marketing. Et même ce qui m'a emmené au marketing, c'est que je voulais faire de la pub, en fait. Je voulais créer des pubs pour la télé, j'adorais ça. J'étais fan de l'émission Culture Pub. Mhm. Je suis une enfant de la télé, 90s kid, et en Mhm. fait, c'est à travers ça que je suis arrivée dans le marketing, et du marketing, pourquoi pas école de commerce, où, il y avait des matières marketing, Ok, voilà, dedans. trop bien. Trop bien. Et j'aimerais bien revenir sur le sujet, si tu le veux bien, de ta sœur. Oui. Et je voudrais savoir ce qui t'a permis de continuer d'avancer. Moi, je t'ai vu à cette période. J'étais sur Paris et t'étais passé. Enfin voilà, déjà ça a été un choc pour tout le monde. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était assez soudain. Et quand je t'ai vu, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose, mais c'est vrai que t'as pas forcément partagé les choses. Après, pour avoir vécu déjà le deuil, je sais que d'en parler à quelqu'un, c'est pas forcément évident, c'est pas ce que la personne recherche. Et on a plus passé des moments ensemble à penser à d'autres choses. Et je t'ai pas vu craquer à ce moment-là du tout. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a permis d'avancer à ce moment-là. C'était quoi ton moteur? Déjà, merci les copines, parce que je m'en rappelle bien, ouais, pas longtemps après le décès de ma sœur, comme elle était vachement connue sur l'île, en fait, partout où j'allais, enfin, moi, déjà, je pensais à elle tout le temps, ça c'est sûr, et c'était dur parce qu'en fait, moi, je ratais pas de croiser des gens qui me parlaient d'elle, et qui des fois étaient encore plus tristes que moi, et je devais remonter le moral des gens. Donc c'était pas facile effectivement, et oui, d'avoir fait un petit voyage à ce moment-là et de voir les copines d'enfance, ça m'avait fait du bien de couper. Je me rappelle même que genre jusqu'à l'aéroport, dans la salle d'embarquement, avant de rentrer dans l'avion, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a parlé d'elle. Tellement elle était famous, la fille. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai qu'aussi, j'ai eu de la tristesse, mais elle était très présente avec moi, je trouve, de manière. Après, chacun ses croyances, hein, mais moi j'avais vraiment l'impression qu'elle m'accompagnait. Mhm. Et même dans ce voyage, qu'elle disait allez va t'amuser avec les copines. En vrai, déjà il y a eu l'art, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais moi j'ai envie de dire en fait finalement c'est limite elle aussi qui m'a aidé à surmonter son propre décès, quoi. Ok. Par sa présence, par plein de petites coïncidences, des signes, des situations, des arrangements. Je trouvais qu'elle était limite encore plus présente dans ma vie, quoi. Donc je me suis pas sentie seule, mais accompagnée quelque part. Donc sa présence, elle est toujours avec toi en fait. Ouais, voilà. Ok. Merci de nous partager ça parce que je sais que c'est pas facile. Si jamais on coupe, si boire un verre d'eau. J'ai mangé un petit bout de melon si ça vous embête pas du coup. Mais Pause melon. pause melon. Les petites choses émotionnelles comme ça, ça fait aussi partie de la vie, quoi. Ouais. Pause. C'est la fin de la pause fraîcheur. We are back. Dis-moi Alexandra, est-ce que l'art a joué un rôle important j'allais dire dans ta reconstruction, mais à partir du moment où tu as eu des épreuves dans ta vie, est-ce que l'art t'a vraiment apporté quelque chose? Oui, complètement thérapeutique, hein. Complètement thérapeutique. Je suis en train d'y penser, mais il y a aussi un moment
après Irma, où j'ai participé à un projet associatif d'art avec des jeunes. Et en fait, j'ai participé avec les jeunes genre en tant que membre en fait. Et puis ensuite on a fait une exposition collective. Tu étais là, jeune? Mais j'étais parmi les jeunes en fait. Ok. C'est ça que je vais expliquer. C'est Ok. que du coup Ouais. l'artiste qui avait mis en place ce projet, c'était une amie à moi. Et du coup j'ai pu participer. Et en fait c'était sur le thème de l'identité, un peu autoportrait, tout ça. Et c'était une période où j'étais un peu en vrac après Irma. Donc du coup, rupture amoureuse. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je sortais aussi d'un épisode où j'avais subi une agression sexuelle. Et du coup, j'avoue que je me suis complètement mise à fond dedans et que le côté art-thérapie m'a beaucoup servi. Comme je dis aussi tout à l'heure, enfin, je l'ai dit, que la poésie m'a apporté beaucoup au moment du deuil aussi. Et en ce moment, la poésie m'apporte beaucoup, mais sur un aspect féminité, identité, par rapport à mon identité de femme afro-caribéenne, donc le lien avec les ancêtres. Dans ce sens-là, la généalogie, j'ai même envie de dire psychogénéalogie même. Trauma intergénérationnel, tout ça. Et ouais, l'art est pour moi un moyen d'apporter de la lumière sur des parts d'ombre. Ok. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as senti qu'il y a eu un réel déclic ou un réel changement? Enfin, après, peu importe à quel niveau dans ta vie, hein, mais à partir de quel moment tu as senti que il y avait un déclic dans ta manière de penser ou un changement évident? Enfin, est-ce que c'est après une épreuve? Est-ce que c'est... Alors ça va être glauque, mais j'ai un moment précis et je reviens sur du coup le décès de ma sœur. Et quand j'ai vu son corps inanimé, puisque j'ai pu la voir, enfin je l'ai vu et en sortant de là, je me suis dit ok. Enfin j'ai vraiment eu un clic dans ma tête pour de vrai, genre clic. Ouais. Ok, from now on. Et j'ai dit à mes sœurs ok, from now on, je vais faire des trucs bizarres. Ok. Attention, je préviens. Donc ouais, je m'étais dit non mais c'est bon, la vie est trop courte. Mhm. Faut que je vive mes rêves. Je vais pas me prendre la tête aussi avec des choses qui sont inutiles ou insignifiantes. Enfin ouais, j'ai pris beaucoup de hauteur par rapport à pas mal de choses et moi plus d'affirmation dans ce que j'avais envie de mettre en place et qui j'ai envie d'être en fait, comme personne en fait. Et donc, qui est la Alexandra d'aujourd'hui? Là, maintenant, à l'instant T. Qui es-tu? Eh ben, je pense que je suis ce que j'étais déjà, mais encore plus. Je peux pas dire genre c'est bon, je suis une personne différente. Mais qui étais-tu alors? Enfin, Qui étais-tu? Qui es-tu maintenant? Si, enfin, je te connais pas, je te rencontre, tu dois te décrire en quelques phrases. Alors, c'est toute la difficulté Mhm, que je rencontre depuis, ok, un sacré paquet de temps, mhm. mais j'ai envie de dire un électron libre, une âme créative, euh, quelqu'un d'enjoué, qui a envie de s'amuser, en fait. J'ai envie de m'amuser dans mon parcours de vie, j'ai envie de prendre du plaisir. I wanna enjoy life Mhm. as much as possible. Have fun. Ouais, je veux de la légèreté, mais je veux aussi des connexions profondes avec les gens, mon entourage, les animaux, la nature. J'ai envie d'expérimenter le monde. J'ai envie de voyager. Est-ce que ça définit qui je suis? Je sais pas, mais en tout cas, ça peut te donner une petite idée de la vibe Mhm, que je porte. mhm. D'accord. Et qu'est-ce que t'aimerais changer en toi? Hmm. Il y a un mot que j'ai détesté pendant très longtemps, c'est la discipline. Et j'avoue que depuis quelques temps, j'arrive à comprendre que la discipline, en fait, c'est pas
s'obliger à faire des choses et juste être dans la douleur et enfin, je voyais ça vraiment négativement, en vrai. Et depuis quelque temps, j'ai compris que c'était juste, des systèmes qu'on mettait en place pour s'aider à organiser la vie qu'on veut avoir. Et donc du coup, je suis en train de devenir quelqu'un de plus discipliné et je pense que ça me fait du bien et que ça pourra que me faire du bien, finalement. Et que du coup, être discipliné, c'est un peu de l'amour de soi, quoi. C'est je m'aime tellement que je vais mettre en place des trucs et que je vais me pousser à accomplir ce que j'ai envie de réaliser, quoi. Ok. Je voudrais parler aussi d'un sujet, j'avais pas prévu dans mes questions, mais tu vois, c'est un peu freestyle. Et je sais que à travers les événements de ta vie, à travers peut-être tes soucis de santé aussi, tu as eu des changements physiques. Ouais. Moi, je t'ai connue très fine. Je t'ai vue un peu plus enveloppée, un peu plus ronde, grosse. Moi, j'avais pas peur de le dire. Et tu étais toujours aussi belle, donc tu avais pris du poids. Là, je te vois reperdre du poids. Comment tu vis ces changements? Alors déjà dans ma vie, j'ai toujours été beaucoup yo-yo parce que je pense qu'il y avait d'émotionnel. Enfin, bon, en tout cas, mon corps changeait, je pense, avec mes différentes vies, quoi. Et là, effectivement, plus récemment, avec soucis de santé et peut-être choc émotionnel aussi, mais c'est vrai que j'ai pris 30 kilos en 2 ans à peu près. Donc oui, gros changement physique pour moi. Et puis ouais, grosse, hein, comme tu dis, du coup, officiellement même, je suis en obésité de grade 1, donc ça a un nom, quoi, je suis en obésité. Et c'est vrai que du coup, tout a changé, quoi. Niveau physique, ça m'a mis du temps à réaliser, à intégrer un nouveau schéma corporel, puisque je sortais de genre skinny, si on peut, enfin franchement même dire... On peut dire skinny. je pense qu'on peut dire skinny. Je pensais que j'étais skinny à un moment et que sans même comprendre, en 2 ans, j'ai gonflé, quoi. Et du coup, c'est une nouvelle morphologie complètement et que j'ai dû réapprendre. Mais faut tout réapprendre, quoi. Faut réapprendre à bouger, faut réapprendre à manger, faut réapprendre à prendre soin de soi d'une autre façon. Ça m'a mis du temps aussi, même juste à intégrer mon schéma corporel. Déjà, j'avais pas de miroir complet chez moi, genre où je peux voir tout mon corps. Donc je crois que j'ai même pas réalisé vraiment l'évolution de mon corps jusqu'à ce que, pareil, j'ai eu un petit déclic, mais c'était ok, ça c'est comique, donc je vais te dire. Et je voulais faire du sport, mais juste me remettre au sport parce que j'ai pas fait de sport pendant plus de 10 ans. Je tiens à préciser que ça n'a pas à voir avec la prise de poids, puisque la prise de poids elle est principalement hormonale. Et donc du coup, reprise de sport et tout, je suis curieuse, j'ai testé plein de sports. Et un des premiers où je me suis laissée embarquer, tiens, vas-y, rugby, en plus. Rugby. Donc, super idée, hein, génial. Les meufs, elles étaient super sympas, l'équipe super, l'ambiance très conviviale. Franchement, c'était un bon groupe de bons vivants, franchement donné envie et tout. Mais je me suis rendu compte que j'arrivais plus à courir. Donc dès que je commençais à courir, dans ma tête, mes jambes, on y va meuf, que je vais trop vite. Dans ma tête, j'ai l'impression que je fonce et que je cours à donf. Et en fait, je crois qu'il y a un décalage entre la vitesse de mes jambes et la vitesse à laquelle je pense que je cours dans ma tête. Et je m'en mêle les pinceaux et je me fracasse. En fait, je tombe à chaque fois. Et plusieurs fois, je suis tombée. Et j'étais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'étais en mode, mais les gens, mais qu'est-ce que vous me faites, quoi? Et les gens, ils étaient, mais non, t'inquiète, t'as glissé et tout. Je me dis, non, je peux pas glisser. Non, j'ai pas glissé. Mais il y avait un décalage entre, en gros, la performance que je pense que je pouvais faire et ce que je pouvais vraiment faire. Et après, j'ai eu le sentiment, comme je t'ai vu évoluer et tout, que je t'ai pas senti enfermée dans ce corps. Je t'ai senti quand même l'apprécier. Pourtant, t'as pas été grosse toute ta vie. Il y a plus d'une meuf que je connais qui aurait pris tout ce poids d'un seul coup. Elles auraient pété un câble. Toi, je t'ai vu prendre avec douceur. Vraiment.
enfin, en tout cas, vu de l'extérieur, tu t'es pas violenté, tu t'es pas fait du mal parce que t'avais pris du poids et tu t'en es pas voulu. Donc ça, c'était aussi agréable pour moi en tant que femme forte. Obésité 1, pour moi, c'est quand je suis archi bonne. Personne, tu vois, je suis au max de moi-même. Donc, faut aussi redire ça. C'est obésité, c'est un diagnostic qui est médical qui est posé. Après, dans la vraie vie, c'est différent. T'as des meufs, voilà, qui t'étaient pas non plus. Enfin voilà. Donc, je t'ai vu quand même t'assumer et j'ai trouvé ça. Moi, je trouvais ça beau d'avoir une sœur grosse comme moi et qui s'assume et qui est fière et qui me demande de la prendre en photo. Et donc, je t'ai pas senti hyper complexée. Alors, je pense pas avoir sombré dans le complexe, parce que déjà, enfin, j'ai l'impression que ça a été tellement soudain que le temps que je comprenne, enfin, que j'ai pas compris ce qui s'est passé, quoi. Donc, il y avait déjà cet effet de surprise, on va dire. Et le temps que je comprenne, bah, c'est clair que j'étais pas en mode à me laisser aller ou à culpabiliser. Non, ça c'est mort aussi. Enfin, vu que je suis plutôt body positive, bah heureusement j'étais déjà body positive avant parce que ben j'ai continué avec ça en fait. Ça m'a porté pendant toute cette transition. Et j'ai juste eu un moment où je me sentais pas bien, mais c'est plus parce que j'avais plus de fringues en fait. Et que là, c'était vraiment une question de confort. Enfin, je me sentais serrée, je pouvais pas respirer. Voilà, donc c'était vraiment genre physiquement un moment où je me suis pas sentie bien. Et ensuite, quand j'ai commencé à avoir des fringues à ma taille, gros soulagement. Ah là là, ça allait mieux et tout, mais je me suis pas sentie genre moche, grosse, genre comme si c'était quelque chose de pas bien. Je me suis juste dit bon ben ok, maintenant mon corps sous une différente forme. Complète, enfin j'avoue, toutes les parties de mon corps même séparément, elles ont toutes changé quoi. Donc je suis en mode bon, quel que soit ce que je pensais que j'étais, je pensais que j'étais skinny caramel, non, et ben c'est fini meuf. C'est fini. Ou peut-être ça va revenir, j'en sais, mais en tout cas c'est pas ce qui se passe actuellement, donc faut faire avec ce qu'on a un peu quand même. Et je suis plus aussi dans la team vaut mieux faire envie que pitié. Donc pour moi, à partir du moment où j'ai trouvé des fringues à ma taille, ça c'était quand même le plus important parce que j'ai galéré. Bah, contextualise, hein, parce qu'à J'ai Saint-Martin, galéré, c'est ben compliqué. c'est ultra compliqué, mais je me rappelle juste le fait de trouver des culottes à ma taille. Ça m'a mis un sacré moment. Et quand j'ai trouvé, c'était des culottes de grand-mère. Franchement, pas très attrayantes, mais j'étais enfin bien et confort. Donc maintenant, ça a aussi changé ça, enfin dans ma mentalité. Maintenant, c'est confort over everything. Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose dans ta sexualité ou pas du tout? Pour l'instant, je ne sais pas, puisque mon état actuel c'est célibataire et mon état avant c'était célibataire aussi. Comme je dis par rapport aux fringues, à partir du moment où j'ai trouvé du confort, je me sentais mieux, mais j'ai encore atteint un autre level où je me sens encore mieux parce que là je commence j'ai trouvé des fringues qui sont à ma taille mais qui sont pas des fringues de grand-mère ou de tantine quoi. Là c'est bon, j'ai quelques ensembles qui me font me sentir plus moi-même, enfin genre j'ai retrouvé un style parce que moi c'est pas tellement genre être sexy ou quoi, c'est être stylé, mais genre pour ce que moi stylé représente pour moi personnellement. Et donc à partir du moment où j'ai trouvé des fringues qui correspondaient mieux à mon mood, comment je me ressentais à l'intérieur ou à l'extérieur, ben là ça allait beaucoup mieux. Et peut-être qu'en fin de compte, finalement, si nous les femmes, on avait juste des vêtements qui nous correspondaient un peu plus et à toutes les morphos, et qu'on se sentirait juste mieux dans notre corps et moins complexé. Exactement, oui. Si je peux juste dire un petit truc. Of course. On est à Saint-Martin et les gens ils aiment bien mettre ils aiment tout personnaliser en fait. Ils aiment bien faire sortir leur personnalité sur un peu tout ce qui, leur voiture, le bus, enfin voilà. Et quand j'étais petite, il y avait une dame, elle avait son gros 4x4 teinté et avec le message derrière, c'était fat but sexy. Fat but sexy. Fat but sexy. Okay. Et ça, franchement, I kept it, je l'ai gardé et je le dis et je le redis et franchement, faut le vivre. En fait, franchement, c'est dans la tête et fat but sexy.
Genre même fat and sexy. Fat and sexy. And fat is sexy. And fat is sexy. Ouais, Ouais, on peut aller loin avec ça. Ok, cool. Ben écoute, on arrive vers la fin. J'ai encore des petites questions à te poser. Donc, j'espère que tu es encore concentrée, ma petite Alex. Question suivante, du coup, qu'est-ce que la Alexandra d'aujourd'hui sait que celle de 20 ans ne savait pas? Je fais des genres de petites questions philosophiques de temps en temps. Ok, alors ça a mis du temps, mais c'est bon, on a compris. Ok, l'argent c'est important, finalement. Finalement. Parce que pendant longtemps, j'étais non, mais le plus important c'est la passion, c'est le ci, c'est le ça, là, non, l'argent on s'en fout, dans tous les aspects. Bon, en vrai, sortir de la précarité, être dans une stabilité économique, c'est quelque chose qui est une base pour une vie saine et en bonne santé. Et pour une femme. Ah en oui, plus, et j'ai pour envie une de dire. femme en plus, Ouais. pour une bonne santé mentale et physique, les sous, c'est vraiment trop une source de stress quand on n'en a pas, hein, quelque part. Désolée, j'enfonce des portes déjà ouvertes, on est au courant, mais bon, moi j'avoue que ça m'a mis longtemps. Comme je m'étais pas trop posé la question pendant longtemps, peut-être parce que je viens d'un milieu privilégié ou que ensuite j'ai pas eu de soucis d'argent particulier puisque j'ai travaillé assez rapidement et que j'étais payée ok quoi. Et que effectivement ensuite quand j'ai fait des choix un peu plus créatifs et que les sous ont commencé à être un peu plus une source de préoccupation, que oui c'est important finalement le matériel. Moi je suis quelqu'un de très spirituel, je croyais que je pouvais vivre d'amour et d'eau fraîche. Bon, finalement une stabilité économique c'est important pour pouvoir ensuite développer tout le reste qu'on a envie de développer dans sa vie. Ouais, Il faut une base. Il faut une base et de toute façon, en vrai, la société, elle est construite comme ça. Si t'as pas d'argent, tu peux pas acheter ta liberté, clairement. Exactement. L'argent peut acheter beaucoup de choses, pas le bonheur. Non. Mais une certaine forme de liberté, ouais. D'accord, donc je vais te poser la question phare de bien entendu. Et c'est pourquoi je t'invite aussi aujourd'hui. On a beaucoup parlé de toi et de ton parcours. Et là, j'aimerais savoir si tu devais laisser une trace sur cette terre, dans ton existence. Quel est le message que tu aimerais passer? Tu peux réfléchir, prends ton temps. Moi, j'ai juste envie d'inspirer les autres à oser être eux-mêmes et faire ce qu'ils ont envie de faire, en fait, faire ce qu'ils ont à faire. Je sais pas, t'as envie de te lancer dans telle activité, t'as envie de partir à l'autre bout du monde, t'as envie de... Just be you. Moi, mon message, c'est be free. Be you. And what can we do to be free and be us? Ben, c'est ça le truc, c'est que chacun a sa petite recette ou ses propres aspirations. Donc, jamais je dirais faites comme moi. Moi, je fais ce qui me rend heureuse. Après, vous trouvez ce qui vous rend heureux pour ensuite le faire even more. Très bien. Écoutez, on est sur le mot de la fin. Donc, be free. Be free. Be you. Be you. Super. Yes. J'aime trop le concept. Merci Alexandra, c'était un super moment. Merci à ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent. J'espère que le message est passé. J'espère que vous allez surtout aller visiter l'Instagram de Yellow Guava Berry, que je partagerai bien évidemment dans les commentaires, et que vous pourrez découvrir son univers que moi, j'adore. Merci, voilà, merci. C'était bien entendu le premier épisode. Je suis tellement dosée. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Bien entendu. Bien entendu.